Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler des dérivés distributionnels, qui est un sujet très très important. Puis les dérivés au sens distributionnel, c'est un sujet très important qu'on rencontre très souvent là, quand on doit analyser les EDP, en particulier dans les formes faibles, puis ça apparaît dans la méthode des éléments finis. En fait, c'est presque inévitable, ça apparaît en physique un peu partout. Donc, je vais parler de ça. Donnez-moi une seconde pour jouer avec, comme d'habitude, avec ma tablette pour arranger les choses. OK. Donc, je vais essayer de rendre cette discussion-là un peu plus courte parce que j'ai déjà pris beaucoup de temps sur d'autres sujets. Et bon, c'est aussi un sujet qui est plus court, là. Mais je vais quand même tenter de vous expliquer là, vraiment qu'est-ce qui se passe, puis on va s'en servir plus tard. OK, donc, bon, la notion d'une distribution, c'est comme une généralisation d'une fonction, mais la raison d'être, c'est vraiment pour pouvoir traiter, définir des classes plus générales de solutions à des EDP. OK. Donc, c'est apparu indirectement dans les travaux de plusieurs personnes. En physique, on va le reconnaître dans les travaux de Dirac, mais Sobolev et d'autres personnes au début des années 1900 du 20e siècle avaient déjà utilisé ces idées-là. Et ça a vraiment été plutôt poussé, popularisé par Laurent Schwartz, qui est un mathématicien français, qui avait écrit un livre très important en 1954, où il y avait vraiment, pas juste contrairement aux autres personnes auparavant, où il les utilisait de manière ponctuelle, lui il a vraiment poussé ça comme une idée très générale et comme une idée très générale à utiliser dans bien des situations. Donc c'est comme ça, là, pour ça que la notation, les définitions, tout ça, là, ça vient vraiment de Laurent Schwartz puis ses travaux qu'il a fait sur le sujet. OK? Donc, allons-y lentement. Donc, première chose que je vais faire, c'est que je vais introduire l'espace des fonctions test. Donc, notre espace des fonctions test, c'est un espace de fonctions très simple qu'on a déjà probablement rencontré. C'est l'ensemble de toutes les fonctions. Donc, on prend un ouvert, oméga. OK, puis là, pour l'instant, notre ouvert n'est pas nécessairement borné. C'est juste un ouvert dans Rn. Et sur l'ouvert, on va considérer toutes les fonctions s'infinies sur cet ouvert-là. Puis là, le truc qu'on va faire, c'est qu'on veut que ces fonctions-là s'annulent proche du bord du domaine. Mais c'est pas assez de dire simplement ces fonctions-là s'infinies doivent être 0 au bord du domaine. Non, qu'est-ce qu'on veut? C'est que on veut que si tu regardes le support de ces fonctions-là, c'est là l'ensemble des fonctions, des valeurs où ces fonctions-là sont non nulles. On veut que la fermeture du support, la fermeture de l'ensemble des points où elle est non nulle, ça forme un compact à l'intérieur de l'ouvert. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu te retrouves dans une situation où il y a un genre de bound, un voisinage de ton bord, où est-ce que la fonction est complètement zéro. Donc, ce n'est pas juste des fonctions qui sont zéro au bord, c'est des fonctions qui sont zéro dans un voisinage du bord. OK? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle notre espace des fonctions test. Pas un nom très original. Puis, cet espace-là possède une topologie. OK? La topologie de cet espace-là est très compliquée. C'est vraiment un sujet délicat. Puis, c'est rare que les mathématiciens vont souvent rentrer vraiment dans les détails de ça. Ils vont connaître des versions de ces résultats-là dans certaines formes, mais pour vraiment creuser dans la théorie des distributions, la théorie de la topologie de ces espaces-là, c'est très difficile. Maintenant, qu'est-ce qui est par contre facile, c'est de parler de la convergence dans cet espace-là. Puis on dit qu'une suite de fonctions phi n dans l'espace des fonctions test converge vers une fonction phi dans cet espace-là, si seulement il existe un compact, OK, dans l'ouvert. Donc, puisque le compact est dans l'ouvert, il y a vraiment une zone, une bande, un voisinage du bord tel que ta fonction est complètement nulle, puis tel que le support de toutes tes fonctions sont tous inclus dans la même compact. Donc, tu prends une suite de fonctions, puis tu veux tous qu'il y ait un compact tel que toutes tes fonctions sont à l'intérieur, il y a un support à l'intérieur de ça. Donc, tu ne veux pas que
tes supports de tes fonctions s'approchent du bord. Tu veux qu'ils restent loin. Puis là, pour ce compact-là, tu veux vérifier que pour toute dérivée partielle, la différence des dérivées partielles, puis on parle de toutes les dérivées partielles, moins les dérivées partielles de ta fonction limite, soit bornée dans la norme uniforme. Donc la norme uniforme, c'est que tu prends le sup sur ton domaine de la différence entre chacune des dérivées en chaque point. Donc ça, c'est la norme la plus forte que tu fais. Tu l'appliques à chacune des dérivées partielles pour un compact donné, puis tu veux que cette suite, ce maximum de ces différences de ces dérivées tende vers 0. Donc, c'est une convergence extrêmement forte. N'oubliez pas qu'on sait déjà que dans la norme uniforme, c'est une suite de fonctions continues qui convergent, la limite est continue. Mais là, ici, tu as plus que ça. T'as pour chacune tes fonctions sont infinies, donc pour chacune des dérivées partielles, tes dérivées partielles sont continues, puis tu veux que ça converge vers la dérivée partielle de phi, puis ta dérivée partielle de phi elle-même va être continue. Donc, c'est vraiment une convergence continue, une convergence d'une suite de fonctions continues vers une fonction continue. C'est vraiment la convergence la plus forte qu'on peut appliquer à notre espace. OK? Bon, la topologie qui est associée à ce type, à ce critère de convergence-là, puis on pourrait définir cette topologie-là, puis montrer que la convergence dans cette topologie-là se réduit à ces deux conditions-là. Bien, cette topologie est vraiment difficile à faire. Puis la façon qu'on le fait, c'est que tu dois choisir une suite d'ouverts UI dans ton grand ouvert oméga, tel que si tu prends la fermeture de ces ouverts-là, tu es compact à l'intérieur de oméga. Donc, chacun de tes ouverts est comme, quand tu prends sa fermeture, tu es loin encore du bord. Puis là, après ça, tu prends la topologie des fonctions qui s'annulent au bord pour UI. Bien, chacun de ces espaces-là, rentre dans D oméga, puis tu veux faire en sorte que la topologie que tu as sur chacun de ces ensembles-là soit continue à l'intérieur. Maintenant, le truc qui est bizarre un peu à comprendre, c'est que c'est 0 infini. Ça, c'est juste des fonctions qui s'annulent au bord. Okay? Puis donc, toutes les dérivées s'annulent au bord. Mais nous, dans D oméga, on demande un peu plus que ça. On veut qu'il soit comme qu'il soit 0 dans un voisinage du bord. OK. Bon, mais cette topologie-là, je ne vais pas la définir. Là, on pourrait faire 2 semaines de définition là-dessus. J'ai vu, il y a des livres qui sont écrits là-dessus. Là, ça ne finit jamais. Mais, quand tu définis ça correctement, tu obtiens une topologie vraiment intéressante sur cet espace de fonctions infinies. Premièrement, cet espace-là, avec cette topologie, commence à agir comme un espace de dimension infinie. Tu retrouves des propriétés que tu verrais seulement dans un espace de dimension infinie. En particulier, tu vois la propriété d'Anne Borel, que si jamais tu as un fermé et un borné dans l'espace des fonctions test, alors il est compact. Wow! Ça, c'est ce qu'on appelle la propriété d'Anne Borel. On sait que c'est vrai dans Rn. C'est jamais vrai dans les espaces de dimension infinie. D oméga, c'est un espace de dimension infinie. Parce que, par exemple, OK, c'est un espace de dimension infinie, mais il y a cette propriété-là qu'on retrouve seulement dans les espaces de dimension finie. En particulier aussi, on peut montrer qu'il est complet. On peut montrer que cet espace-là est réflexif, OK, qu'on avait dit que c'était une propriété importante, mais il n'est pas maîtrisable. OK, ça complique vraiment les choses parce que comme vous voyez, là, il y a comme quand on avait présenté nos espaces, on avait dit tu commences avec un espace topologique comme étant un espace vraiment très, très élémentaire. Après ça, tu as un espace métrique qui là, il commence à avoir des propriétés intéressantes. Puis après ça, nous autres, on étudie depuis ce temps-là des propriétés sur un espace qui a une structure vectorielle et une structure métrique qui vient de la norme en même temps. Ça, là, c'est vraiment des espaces très, très faibles. Il n'y a pas de norme, il n'y a pas de métrique. Puis là, quelqu'un pourrait certainement me dire « Hey, comment tu fais si tu n'as pas de métrique pour parler de complétude ou le fait que c'est borné? » OK. Là, c'est qu'il faut vraiment généraliser la notion d'être borné, de sous-ensemble borné dans ces espaces-là. Encore des détails que je ne veux pas faire. Mais le truc, c'est que ces espaces-là ont vraiment des belles propriétés. OK? C'est des espaces avec beaucoup d'ouverts, avec une topologie très riche, parce que pour deux fonctions, on peut vraiment aller et dire, est-ce que ces deux fonctions-là sont proches? Non, ils ne sont pas vraiment proches parce que la 30 millième dérivée dans telle direction, à tel endroit, est un petit peu différente que telle autre dérivée, que sa 30 millième dérivée de telle autre fonction. Ça te permet de vraiment là, aller voir des petits détails qui sont
presque invisible à première vue entre deux fonctions. OK. Donc, c'est quoi une distribution? Ben, on va définir l'espace des distributions. C'est l'espace dual à cet espace extrêmement riche. Puis une fonctionnelle de cet espace dual s'appelle une distribution. OK? Donc, un élément du dual de l'espace des fonctions test, c'est une distribution. Ça, c'est la définition qu'a donnée Schwartz. Et je vais faire un diagramme ici là, tout de suite pour vraiment expliquer pour que quelque chose saute aux yeux pour vous. OK. Donc, j'avais parlé auparavant qu'il y avait comme un diagramme où est-ce qu'on avait au début, on commençait en haut ici avec les fonctions. OK, je vais commencer. Fonction continue sur un ouvert avec la norme sup. OK? Ça, c'est un espace. Puis on savait que dans cet espace-là qui est complet, une suite de fonctions continues qui convergent dans la norme uniforme sur quand oméga là, est borné puis compact, ça converge à quelque chose qui est compact. Mais dans notre espace-là, ici même, on a en haut de ça, on a CK. OK. Puis là, associé ça, on avait une norme K infini. Nous autres, là, notre espace, il est beaucoup plus riche que ça. C'est un espace D oméga qui est en haut de tout ça. Un espace extrêmement riche d'ouvert. Bien, plus bas que ça, on avait vu qu'on avait comme l'espace LP, oméga avec sa norme P. Puis on avait vu que, ici, là, il faut imaginer que P égale 2. Quand P tendait vers l'infini, quand P augmentait, on tendait à s'approcher là, des fonctions qui étaient presque continues. Parce que quand P était grand, ça enlève la possibilité d'avoir des discontinuités. Éventuellement, on avait L2 de oméga. OK, avec la norme 2. Puis là, au plus bas, on se retrouvait avec L1 de oméga. Ça, c'était vraiment un mauvais espace. Cet espace-là, il n'est même pas réflexif. Yark, très laid. Puis plus bas que ça, on avait même on a parlé de la topologie faible sur V. Ça, c'est à peu près la topologie la plus faible qu'on peut faire. Donc, le plus qu'on montait comme ça ici en haut, c'est Puis qu'est-ce que j'avais expliqué la dernière fois, c'était que quand tu prends le dual d'un de ces espaces-là ici, tu obtiens quelque chose qui est le contraire en termes de complexité. Donc, quand tu prenais le dual de ton L2, ben là, tu es à un point d'équilibre. Le dual de ça, c'est le même espace. OK? Mais quand tu commençais à prendre le dual dans l'autre sens, donc dual de L2, ça te donnait quelque chose, quand P est grand, ça te donnait quelque chose qui est LQ de oméga avec la norme Q. Puis là, ton Q ici devenait plus petit que 2. Quand tu prends le dual de cet espace-là, on avait dit que tu obtenais quelque chose de très mauvais. Donc là, qu'est-ce que vous pensez qui se passe là, quand tu prends le dual de cet espace-là? Tu obtiens quelque chose. Tu obtiens quelque chose ici, donc D de oméga dual, qui a une topologie très pauvre. Ça veut dire que tu as premièrement beaucoup d'objets. Et
difficile de mesurer la proximité. OK? Je vais réécrire ça même d'une autre façon qui va être peut-être encore plus simple. C'est que, mettons qu'on est dans une situation ici où est-ce que je vais regarder. Je vais prendre soit une fonctionnelle L qui est dans le dual de d oméga. OK? Donc, L, c'est une fonction linéaire qui est associée à toute fonction s'infinie, un nombre R. Cette fonction-là, il faut qu'elle soit continue. OK? Donc, si il faut qu'elle soit continue, si L est continue, alors ça veut dire que L moins 1 de U est ouvert si U, qui est un sous-ensemble de R, est ouvert. C'est ça que ça veut dire. OK? Maintenant, pensez-y, ici. C'est ça qui est comique. C'est que si tu y penses ici un peu, si ton espace d oméga, il y a beaucoup d'ouverts dedans, bien ça veut dire que quand tu vas regarder l'image inverse d'un ouvert, puisque tu as beaucoup d'ouverts, c'est très facile d'obtenir des fonctionnels dont l'image inverse des ouverts dans R est un ouvert là-dedans. Parce que tu as beaucoup d'ouverts là-dedans. Ton espace est très riche. Donc, parce que ton topologie est très riche, il y a beaucoup de L, puis ça veut dire que tu as beaucoup d'éléments là-dedans. OK? Vice-versa, si tu as un espace où est-ce que tu n'as pas beaucoup d'ouverts, donc une topologie très pauvre, comme une topologie faible, bien là, si tu essaies de vérifier est-ce que l'image inverse d'un ouvert est un ouvert, les ouverts dans R, eux autres, sont toujours les mêmes, mais tu n'as pas beaucoup d'ouverts dans ton espace qu'avec une topologie faible. Ah, ben là, ça veut dire que tu ne te retrouves pas avec beaucoup de fonctionnels. OK? Donc, conclusion de ça, c'est quand on définit, on regarde le dual de l'espace des fonctions test, il faut penser que parce que ton espace des fonctions test est un espace très riche avec beaucoup d'ouverts, ben, tu vas te retrouver que le dual va être très faible. Il va être inversement proportionnellement plus faible. OK. Donc, on continue notre discussion. OK. Donc, on peut montrer que, bon, on connaît la topologie sur d oméga. C'est un espace vectoriel, bien sûr, parce que la somme de deux fonctions s'infinies, c'est encore une fonction s'infinie. Puis, donc là, on cherche les fonctionnels. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, en fait, caractériser la propriété d'appartenir à cet espace-là sans avoir à faire tous les détours de regarder en détail la topologie là-dedans. Puis, ça revient au critère suivant. On peut dire qu'une fonctionnelle, c'est une fonctionnelle de d oméga à R. Donc ça ici, l'étoile, c'est faux, c'est juste une fonctionnelle. Donc un L est un élément de d oméga étoile. Donc c'est-à-dire que c'est une fonctionnelle linéaire qui va de d oméga à R. On peut montrer qu'elle est continue si seulement si, pour tout compact dans ton domaine, tu es capable de trouver des constantes CK et un indice NK, telles que la taille, telle que tu as la borne suivante, que L de phi, où phi est dans ton espace, est bornée par ta constante fois le maximum des dérivés de phi. Là, j'ai oublié d'écrire le phi, je vais corriger ça. Sur ton domaine. Et puis le truc, c'est que tu as juste besoin de traiter jusqu'aux dérivés d'ordre NK. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ton L est continu si, pour vérifier la taille de l'image de ça, tu as juste besoin de... Tu te restreins sur un compact, puis sur ce compact-là, il y a une constante. Puis sur ce compact-là, tu as juste besoin de traiter un nombre fini de dérivés. Le problème, c'est que normalement, ton domaine oméga, puisque tu veux en général te rapprocher du bord, tu as plein de fonctions infinies qui sont dont le support est très proche du bord. Bien là, le plus que ton compact que tu prends, le plus qu'il est proche du bord, le plus que tu dois traiter de dérivés NK. Le plus que tu dois augmenter l'ordre des dérivés que tu traites dans ta borne à droite. OK? Donc, c'est ça l'idée ici, c'est de dire que si tu te restreins sur un compact, bien pour un compact, tu peux ne considérer qu'un nombre fini de dérivés.
OK? Ça, c'est une définition des fonctions test. Ça, c'est la définition la plus standard. Mais Schwartz, dans ses travaux, a introduit beaucoup d'autres espaces. Puis donc, en particulier, on a les distributions de Schwartz, qui sont un autre choix que j'aurais pu faire. Et où, par exemple, les distributions tempérées. Puis la théorie est très, très semblable à ça. On a le genre de même résultat. C'est juste que ces autres théories-là ont d'autres applications. Tout dépendant du contexte. Là, par exemple, si tu travailles avec des séries de Fourier ou la transformée de Fourier. OK, donc je vais faire un exemple. Premièrement, considérons l'exemple le plus important d'une distribution, c'est qu'est-ce qu'on appelle la fonction delta de Dirac. Pas une fonction, OK? C'est une fonctionnelle linéaire sur notre espace de fonction test. Puis comment est-ce qu'elle fonctionne, elle, la fonction delta Dirac, c'est que si tu choisis un point dans ton domaine x0, alors qu'est-ce qu'elle va faire? C'est que pour toute fonction test dans ton domaine, elle va donner un nombre réel. Puis qu'est-ce qu'elle fait? Elle, c'est qu'elle évalue ta fonction test au point x0. Bien sûr, si tu as deux fonctions test, puis tu fais la somme, donc mettons que tu as un phi puis un psi, bien, l'évaluation de phi plus psi en x0, bien, c'est la somme des valeurs en x0. Okay? Même chose pour la multiplication scalaire. Donc, en fait, c'est clairement une fonctionnelle linéaire. Est-ce que c'est une fonctionnelle qui est continue? Bien, en fait, la fonctionnelle est continue parce que si tu me donnes n'importe quel compact dans K, qui contienne les x0 ou non, tu vas prendre ta constante égale à 1, puis tu vas prendre tes dérivées seulement d'ordre 0. Ça veut dire que finalement, tes deux constantes ne vont pas dépendre du domaine K. En général, elles vont dépendre du domaine K. Quand ton domaine K devient plus proche du bord, ta constante, puis le nombre de dérivées que tu dois tenir compte augmente. Mais tu peux montrer que delta de phi, qui revient à simplement évaluer phi en x0, bien, la valeur de phi en x0 est certainement bornée par la valeur de phi sur le compact au complet. Parce que ça, c'est la valeur maximale de phi sur ton compact. Bing, bang, ça marche. Tu as trouvé ta borne, ou est-ce que ta constante, ici, c'est CK égale à 1, puis tu n'avais pas besoin de traiter des dérivées d'ordre K plus grand ou égal à 1. Il suffisait de prendre la dérivée d'ordre 0. Puis la dérivée d'ordre 0, c'est simplement la valeur de la fonction. Donc ça, c'est une preuve que c'est une fonctionnelle. Donc pour moi, c'est important que vous connaissiez c'est quoi le critère pour vérifier, le vrai critère pour vérifier que c'est une fonctionnelle. OK. De même, l'évaluation de toute dérivée d'une fonction phi en x0 définit une distribution aussi. OK? Mais un exemple qui est vraiment important, c'est le suivant. Si jamais tu as une fonction qui est mesurable sur elle, dont la pm puissance est intégrable sur le domaine oméga, alors le f induit une fonctionnelle L de f, c'est-à-dire cette fonction qui était dans le P, même si elle est très méchante, elle est seulement mesurable, elle a seulement des valeurs définies sur un sous-ensemble de mesure 0, à l'extérieur d'un ensemble de mesure nulle, cette fonction-là, f, va définir une distribution. Okay? Puis comment est-ce qu'elle définit? Ben, elle définit selon la règle suivante. Si jamais tu as une fonction phi qui est une fonction test phi, donc c'est infini, super belle, qu'est-ce que tu peux faire? C'est que tu peux intégrer sur le domaine f fois phi. Bing bang. OK? Maintenant, la question, c'est que ce processus de prendre f, qui est très méchante, fois une fonction super lisse, puis d'intégrer, est-ce que ce processus-là est linéaire? Ben, premièrement, il est linéaire parce que si tu remplaces phi par phi plus tsi, tu vas avoir à droite phi plus tsi, puis tu vas pouvoir écrire ça comme l'intégrale de f fois psi, phi plus l'intégrale de f fois psi. C'est clairement linéaire. Mais pourquoi est-ce que c'est continu? Ben, si tu prends n'importe quel compact, OK, tu peux prendre nk égale à 0. La constante, elle va dépendre de ton compact, on va voir dans une seconde. C'est que tu vas faire, tu vas essayer de calculer L phi sur ta fonction phi. Ça, c'est par définition la quantité suivante, l'intégrale sur oméga de f fois phi. Là, tu appliques inégalité de Holder pour briser ça en un intégral de f par rapport à la norme p, plus fois un intégral de phi, ta fonction c'est infini, dans la norme q. OK. Donc là, tu as ta norme fp, ça c'est correct. OK. Le f, il était fixe, OK? Le f, il est fixe là-dedans, donc ça, on peut mettre ça dans ta constante. Ensuite, le phi dans la norme 1,
dans la norme Q, ben, qu'est-ce que je peux faire? C'est simplement dire que je vais remplacer le phi par sa valeur maximale sur le compact. Ça va exister parce que ta fonction phi est infinie, donc elle prend une valeur maximale. C'est infini, donc continue à prendre une valeur maximale sur un compact. Donc, il va avoir une valeur maximale. Puis, tu vas pouvoir multiplier ça par la QM racine de l'air. Et essentiellement, là, tu dois revenir en pensant à 1 fois phi. Tu vas écrire phi comme 1 fois phi. Puis, utiliser l'inégalité d'Holder, mais cette fois-ci pour 1 infini, pour la paire infini. Puis là, ici, j'ai fait une erreur. Ce n'est pas l'aire de oméga, c'est l'aire de K. Donc, tu te retrouves avec une constante ici qui dépend de l'intégrale de f sur k, la p norme de f sur le compact k, fois la qm norme de l'aire de k, qui est un compact, donc ça, c'est une quantité finie, et phi. Ça, c'est sa norme sup. OK? Donc, ça donne un exemple. Ça montre très bien que pour tout phi, pour tout f dans ILP, tu as une distribution. On pourrait même montrer plus fort que ça que l'association de f vers l'espace des distributions, c'est une application qui est continue aussi. Je ne le ferai pas, parce que ça va intervenir vraiment toutes les topologies de ces espaces-là, puis ça, c'est méchant. OK? Donc, puisque toute fonction dans ILP, pour toutes les P, ça définit une distribution, c'est dans ce sens-là qu'on pense que l'espace des distributions est en fait une généralisation des fonctions. OK? Bon, là, je vais faire un commentaire. Puis, qu'est-ce que je veux faire maintenant, c'est parler des dérivés distributionnels. C'est qu'est-ce qu'on a essentiellement, c'est qu'on a des fonctions qui sont dans LP, puis quand on prend leurs dérivés, ben, si ta fonction est dans LP, elle peut être vraiment méchante. Là. Elle n'a pas vraiment des valeurs de bien définies sur des ensembles de mesures nulles. Elle peut avoir des singularités. Elle peut faire plein d'affaires. Donc, prendre la dérivée directement de ça, ça n'a comme pas vraiment de sens. Donc, il y a une façon de considérer une dérivée mais d'un sens plus général. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant, c'est que je vais retourner un peu en arrière, ici, puis regarder cette expression-là pour comprendre que cette expression-là me montre que toute fonction f peut définir une distribution par intégration. Donc, qu'est-ce qui se passerait si je prenais un f qui était pas juste dans ILP, mais qui était très lisse? Qu'est-ce qui se passerait si je prenais cette injection de f vers une distribution, puis je le considérais pour f très lisse? OK? Donc, mettons que mon f, maintenant, il est remplacé par le psi, puis lui, il est infini, donc il n'est pas juste dans LP, là, il est très, très joli. Mais le f, je continue de considérer que c'est une fonction test. OK? Donc là, j'aurais un intégral de del phi del x, puis là, j'ai décidé de prendre la dérivée par rapport à seulement une des coordonnées xi, mais je suis dans Rn. Puis, il y a une formule qui dit que je peux faire l'intégration par partie. Si je fais l'intégration par partie, je vais déplacer la dérivée sur le psi pour le mettre sur le phi. Et le problème avec cette intégrale par partie, c'est que ça me donne un terme au bord où le ni, c'est un nombre. En fait, c'est la im composante de le vecteur normal vers l'extérieur. OK? Puis ça multiplie phi fois ci. Mais le phi, lui, puisqu'il est dans d oméga, il s'annule dans un voisinage même du bord. Donc, quand je vais essayer d'intégrer ça, puisque je suis sur le bord, mais le phi est 0, ce terme-là va s'en aller. Donc, quand le psi est infini, j'obtiens l'identité suivante. J'obtiens que je peux en fait déplacer la dérivée sur le psi, qui était auparavant mon f dans ILP, mais là, je l'ai décidé de le rendre plus régulier. Puis quand le psi est plus régulier, évaluer cette opération-là, ça revient à simplement évaluer le psi fois la dérivée de la fonction plus lisse. C'est-à-dire que là, quand j'obtiens que mon intégrale ne dépend plus de la dérivée sur le psi. Donc finalement, je n'ai pas besoin de supposer que le psi, il est lisse. Si je suis juste intéressé à
le processus d'intégration par phi, comme je l'avais fait quand j'avais fait mon identification d'un f à une distribution, ben, je peux voir que finalement, je n'ai pas besoin d'avoir la régularité de psi. OK? C'est ça que je dis ici. Donc, on a notre définition. Si jamais j'ai une distribution L, alors je peux définir sa dérivée distributionnelle par rapport à, mettons, une coordonnée xi, à l'aide de la formule suivante. Je dis que la dérivée distributionnelle, la dérivée dans la direction par rapport à la variable xi de L, ben, qu'est-ce que je veux, c'est que si j'ai un L qui est une distribution, je voudrais que sa dérivée soit aussi une distribution. Donc, si sa dérivée est une distribution, ça veut dire que c'est quelque chose que je vais évaluer en testant contre un psi, pas un psi, un phi dans l'espace des fonctions test. Donc, comment je vais faire ça? Mais je vous préviens, je vais prendre moins L de la dérivée de la fonction test. Ma fonction test est lisse, puis sa dérivée est aussi une fonction test. Le L, lui, il s'évalue sur des fonctions test. Je vais le faire. Là, il y a un signe négatif qui apparaît. Pourquoi est-ce que j'ai un signe négatif? Ah, c'est à cause que ma formule d'intégration par partie m'a donné un signe négatif. OK? Donc, c'est pour ça que j'ai mis un signe négatif. Puis, le truc, c'est que on peut montrer assez facilement un exercice que del xi de L, de la distribution, est aussi une distribution. Ah! Donc, je suis capable de parler de la dérivée d'une distribution à travers l'analogie de la formule d'intégration par partie parce que je considère des fonctions test qui s'annulent au bord. OK? Donc, si j'ai une fonctionnelle f, j'ai une fonction f dans LP. Ce f dans LP, je peux l'associer à une distribution L de f. Puis, la dérivée de ce L de f-là, c'est l'application linéaire qui prend à un phi associe moins l'intégrale de f fois la dérivée de la fonction test. Cette expression-là est bien définie. La dérivée par rapport à xi de la fonction test est aussi une fonction test parce que ta fonction test s'annule dans le voisinage du bord. Donc, quand je vais prendre del xi, ben, la dérivée par rapport à xi va aussi s'annuler dans le voisinage du bord. Donc, il n'y a pas de problème là. Puis, ça, c'est calculable. Youpi! OK? Là, je vais généraliser cette définition-là parce qu'en général, nous autres, on ne veut pas juste prendre une dérivée par xi. On veut pouvoir prendre des dérivées mixtes. Donc, quand j'ai une distribution L et que je décide de prendre une dérivée mixte, donc une dérivée mixte, c'est une combinaison de dérivées, mettons 3 dérivées par rapport à x1, 8 dérivées par rapport à la variable x2, aucune dérivée par rapport à x3, 13 dérivées par rapport à x4, je ne sais pas quoi. Là. Donc, ton vecteur alpha te dit combien de dérivées tu prends dans chaque direction. Et la définition de la alpha-ième dérivée de L, ben, ça revient, ça c'est une distribution, donc vous êtes capable de l'évaluer sur phi. Mais qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la dérivée de alpha, on va la mettre sur le phi, puis après ça, on va évaluer ça par alpha. Le résultat ici, le résultat à l'intérieur, ça va être une distribution. Non, ça va être une fonction test, je vais l'évaluer sur ma distribution. Ça va donner un nombre. Et je dois me rendre compte qu'à chaque fois que je tasse une dérivée, ça me donne un signe négatif. Donc, je dois multiplier ça par moins 1 à la valeur, la norme de alpha. Puis la norme de alpha, si vous vous rappelez, c'est la somme de nombre de dérivées que tu prends. Donc, ça, c'est tu as 1 moins 1 qui apparaît à chaque fois que tu tasses une dérivée. De l'extérieur, disons une dérivée sur le L, tu le tasses sur la fonction test. OK? Donc là, je vais faire un exemple. C'est le seul exemple concret que je vais faire aujourd'hui. Je vais calculer la dérivée distributionnelle de la fonction suivante. OK? Puis, allons-y. Donc, on va prendre u de x. C'est une fonction qui est moins x moins 1. Si x est plus petit ou égal à 0. Puis, c'est x plus 1 si x est plus grand que 0. Okay, je peux faire un graphe de cette fonction-là. Mon dessin n'est pas très bon. Je vais recommencer.
Donc ça, c'est x égale 0. Ma fonction, elle est linéaire avant et à droite. Ben, à gauche et à droite de x égale 0. En x égale 0, ma fonction, en fait, la pente à gauche, c'est moins 1. Donc, ma fonction fait ça. Puis, elle atteint la valeur de moins 1 ici. Puis ensuite, la fonction saute à la valeur 1. Puis après ça, sa pente est égale à 1. Donc ici, j'ai moins x moins 1. Puis ici, j'ai x plus 1. OK. Donc, dans cet exemple-là, qu'est-ce que j'ai construit? C'est une fonction très simple qui est différenciable à gauche, qui est différenciable à droite, mais elle a un saut. OK? Donc, ce n'est pas une fonction techniquement qui devrait être différenciable. Il y a quelqu'un qui pourrait dire oh, eh bien, différenciable quand x est strictement plus petit que 0 et différenciable quand x est plus grand que 0. Sa dérivée en 0 n'a pas de sens. Ah ah ah! Peut-être qu'elle a un sens. Donc, ici, L de U, qui appartient à l'espace des distributions, est défini par l'association qui, à tout phi, te donne l'intégrale sur oméga de U de x fois phi de x dx. Ça, c'est la fonctionnelle L de f. Il y a une autre façon de dire ça. Ou bien, je peux simplement dire L de U de psi est toujours égal à l'intégrale sur oméga de U de x fois phi de x dx. Maintenant, c'est une fonction U qui dépend de seulement une variable. Donc, je vais simplement prendre la dérivée ordinaire. Donc, je cherche à calculer d dx de L de U. Ça, je prétends que la dérivée distributionnelle de L, ça va être une distribution, donc je vais devoir l'évaluer sur phi. Puis la formule pour cette expression-là, ben, je vais prendre un signe négatif, j'ai seulement une dérivée. Je vais devoir évaluer L de U sur d phi dx. Puis, parce que j'ai déjà écrit ma définition ici de L de U, je peux la substituer là-dedans. Puis ça devient moins 1 intégrale de R. C'est un intégral partout sur le domaine de R. De U de x fois des phi dx de x dx. OK. Bon, là, on va regarder plus en détail qu'est-ce qui se passe vraiment ici. C'est vrai que ça, c'est la dérivée distributionnelle, mais je peux faire plus que ça. On observe que j'ai une discontinuité en x égale 0. Donc, qu'est-ce que je peux faire? C'est écrire d dx de L de U de phi. Je peux l'écrire comme une intégrale de moins l'infini à 0, U de x des phi dx de x dx. Puis ensuite, je peux l'écrire comme une intégrale de 0 à plus l'infini de U de x des phi dx de x dx. Bon, ça c'est très beau parce que quand je l'écris comme ça, j'ai évité la singularité. C'est un intégral. Quand j'ai un intégral, je suis capable d'éviter n'importe quel point. Une contribution à un intégral à un point, là, ça n'a pas de valeur. Okay? Donc, je peux écrire ça. Puis, en plus, j'observe maintenant que ça, c'est C infini, parce que U, il est en fait C infini dans cette région-là. Puis lui aussi, il est C infini. Donc, tout est beau. Ici, phi appartient à D de R. Donc, ça veut dire que il existe un intervalle, disons qu'il va de moins m à m,
qui contient le support de phi, de la fermeture du support de phi. En fait, qu'est-ce que je dis tout simplement, c'est que la fonction test que je prends, elle a toujours un support compact. Donc, si j'ai x égale 0 ici, ma fonction test, elle est 0 à moins l'infini. Puis là, éventuellement, elle a une bosse, ça fait quelque chose, puis elle redescend comme ça. Donc, je suis capable de trouver un moins m ici, puis un plus m ici. Puis ma fonction, elle est phi est égal à 0 à l'extérieur de cette zone-là. Okay. Donc, ça, c'est vraiment pratique parce que, en fait, je suis en train d'intégrer de moins l'infini à 0 ou de 0 à plus l'infini. Pas besoin de me rendre à moins l'infini. Je peux faire vraiment une intégrale. Je peux faire l'intégrale de moins m à m. Donc, j'ai maintenant d dx de L de U de phi qui est égal à moins m à 0, U de x d phi dx, dx dx. Puis là, l'autre intégrale, ça devient une intégrale de... Oh, ça, c'est un signe négatif encore. Moins plus m de U de x d phi dx de x dx. OK, tout est beau. Puis, ma fonction est... Là, maintenant que je suis là, je peux penser, hey, il n'y a pas de problème là, avec ces affaires-là. Ça, c'est lisse. Donc, puisque c'est lisse, je peux faire intégration par partie. OK? Donc, faisons l'intégration par partie. Maintenant, je vais reprendre mes dérivés, je vais les mettre là. Donc, ça va donner plus intégrale de moins m à 0 du dx de x fois phi de x dx plus, OK, mais quand j'ai fait l'intégration par partie, j'ai un terme au bord. Donc, mon terme au bord, c'est u de x fois phi de x évalué entre moins m et 0. Puis quand je fais l'autre intégration par partie, je vais obtenir plus l'intégrale de 0 à m du dx de x fois phi de x dx. Et là, j'obtiens un terme au bord, moins u de x fois phi de x dx. Puis là, c'est entre 0 et m. OK. Regardons les termes au bord. Donc, les termes au bord sont très intéressants. Si je regarde le premier terme, moins u de x fois phi de x entre moins m et 0, ça, en fait, c'est sur la première partie de l'intervalle qui va de moins m à 0. Je veux évaluer d'abord en 0, donc ça fait moins u de 0. Mais puisque je prends, puisque je suis à l'intérieur de l'intervalle, il faut vraiment que je prenne 0 moins. Donc ça, c'est limite à gauche en x égale 0. OK. Puis là, fois phi de 0 moins plus u de moins m fois phi de moins m. Et là, on voit tout de suite que le phi, lui, parce qu'il y a un support compact, lui est égal à 0. Donc, ce terme-là s'en va. Ici, ça, cette valeur-là, elle, je ne la connais pas, mais la fonction est continue. Donc, sa valeur en phi de 0 en partie de la gauche ou en partie de la droite, ça va être la même valeur. Donc, ça, c'est simplement égal à phi de 0. Puis lui, ce gars-là, on est capable de le regarder. Si on retourne à notre définition, en fait, si on regarde dans notre graphe, on va voir que quand tu prends la limite à partir de la gauche, quand x s'approche de 0, ça, c'est égal à moins 1. Donc, la conclusion, c'est que ce terme-là est égal à moins 1 fois phi de 0, ou tout simplement égal à phi de 0. OK? Le deuxième terme au bord, c'est moins u de x fois phi de x. Là, celui-là, je vais le traiter plus rapidement parce que c'est la même chose. C'est de 0 à plus m. Donc, là, j'ai moins u de plus m phi de m plus u de
0 à partir de la droite, phi de 0 à partir de la droite. Cette valeur-là, ok, bien plutôt, celle-ci est égale à 0. Donc, ce terme-là s'en va. Lui, il est égal à plus 1. Puis, ce terme-là, lui, est égal à phi de 0. Donc, tout ça, c'est simplement égal à phi de 0. Maintenant, de plus, si je retourne en arrière à mes termes, là, je regarde mes termes intégrales, puis je vais voir que dans mes termes intégrales, je peux calculer explicitement la dérivée. Donc, la dérivée de ce terme-là ici, du dx, dans l'intervalle de moins l'infini à 0, ça, c'est égal à moins 1, parce qu'elle avait une pente de moins 1. Ce terme-là va être égal à plus 1. Donc, on met tout ça ensemble, puis on obtient l'expression suivante, que si j'évalue ddx de la distribution associée à u pour une fonction test quelconque, je vais toujours obtenir l'intégrale de moins l'infini à 0. J'ai retourné de moins l'infini à 0 parce que vous allez voir que ça ne change pas grand-chose. Moins 1 fois phi de x dx. Plus un terme au bord plus phi de 0. Ensuite, plus l'intégrale de 0 à plus l'infini. La dérivée maintenant, c'est plus 1 fois phi de x dx plus phi 0. Donc, si j'écris ça, je peux dire que j'obtiens que l'intégrale, je peux l'écrire comme une intégrale de moins l'infini à l'infini d'une fonction que je vais appeler grand f de x fois phi de x dx plus qu'est-ce qu'on va appeler ici la fonction delta en 0 de phi, puis là fois 2, parce que on se rappelle que 2 phi 0, c'est en fait égal à 2 delta 0 de phi. J'ai mis un indice de 0 pour indiquer que c'est une fonction delta qui est à évaluer en 0. Et la fonction f qui apparaît ici, f de x, elle, c'est la fonction qui est moins 1 si x est plus petit ou égal à 0, puis plus 1 si x est plus grand que 0. OK? Donc, ça, c'est ta distribution. Ta distribution, dans ce cas-ci, c'est une fonctionnelle linéaire. Puis ta fonctionnelle linéaire, elle a deux parties. Elle a une partie qui est associée à la discontinuité. C'est 2 fois delta 0. Puis pourquoi c'est 2 fois? Bien, si on retourne au graphe de ma fonction, vous allez voir que le saut ici, c'était un saut de 2. Donc, à chaque fois que tu as une discontinuité, la dérivée distributionnelle va te donner la taille du saut fois la fonction delta. Ici, c'est un saut de plus 2 parce que tu vas de moins 1 à plus 1. Si ton saut était en fait de plus 1 à moins 1, tu aurais eu un moins 2 fois la fonction delta. Puis le reste, c'est un terme ici qui correspond à l'intégrale d'une fonction ordinaire. Puis ça, cette partie correspond à la dérivée de la partie lisse de la fonction. Donc, c'est ça que nous dit, c'est ça la dérivée distributionnelle. La dérivée distributionnelle finit par aller chercher une partie ordinaire de la dérivée, là où est-ce qu'elle est lisse, plus une partie qui correspond à ces discontinuités, ici représentées par la fonction delta. OK. Bon, je vais maintenant parler d'une application de ça, puis ça va être la fin de la présentation après ça. Ben, je vais faire quelques remarques. Bon, donc cette notion de dérivée distributionnelle est très intéressante et très utile pour définir en fait c'est quoi un espace HK, un espace de Sobolev avec K dérivé. Prenons un ouvert qui est borné. Alors on dit que une fonction f est dans HK est de type Sobolev avec K dérivé si d'abord f est dans L2. Donc f faut au moins que ce soit une fonction mesurable. Puis en plus, on veut que toutes ces dérivées del alpha de f
ou les dérivés mixtes que je vais considérer sont tous d'ordre plus petit ou égal à k sont dans L2. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand je dis que ces dérivés distributionnels sont dans L2? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que donc la dérivée distributionnelle appartient à L2. Si jamais, pour la dérivée mixte que je considère alpha, il existe une fonction g de alpha qui est dans L2, telle que la dérivée distributionnelle qui associe à phi cette expression-là peut simplement s'écrire comme la dérivée distributionnelle associée à la fonction g alpha. Donc, vous voyez que afin de réaliser ça, je dois être capable de me retrouver avec une L de G de alpha, c'est-à-dire que ce terme-là doit être l'intégrale de G de alpha de phi. Bon, là, ça a l'air compliqué. Mettons que je vous donne ça de manière plus concrète, de manière intégrale. Donc, ça veut dire que pour toute fonction test, la dérivée distributionnelle, ça va être, bon, il y a un choix de signe ici, intégrale de phi, puis del alpha phi. Ça, là, c'est vraiment la dérivée distributionnelle de ton f, dérivée mixte. Il faut que, pour dire que ça, que la dérivée distributionnelle est dans L2, il faut qu'il existe un g de alpha dans L2 qui me permet de réécrire cette intégrale-là comme étant une intégrale de g alpha fois phi. Donc, quand on parle de la dérivée distributionnelle dans L2, ça ne veut pas dire que je vais calculer la dérivée directement puis obtenir quelque chose qui est quelque chose puis dire hey, est-ce que c'est dans L2? Non, non, c'est pas si simple que ça. C'est qu'il faut vraiment que tu regardes la fonctionnelle, c'est-à-dire la distribution associée à ta fonction, puis que tu sois capable de réécrire cette identité à l'aide d'une fonction dans L2. OK? Donc, ce critère-là, c'est un critère très, très complet. Le problème ici, c'est que dans la majorité des cours où est-ce qu'on introduit ça, en particulier dans les cours sur la théorie des éléments finis, on dit f est dans L2 si on dit qu'une fonction est dans HK si f est dans L2 et toutes ses dérivées sont dans L2. Mais on n'a jamais dit qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une dérivée dans L2 parce qu'on n'a jamais dit comment est-ce qu'on fait pour évaluer la dérivée de f. Mais on a dit, la dérivée dans L2, là, mais on ne dit pas comment le faire. On dit, c'est une dérivée distributionnelle. Mais qu'est-ce qu'on veut vraiment dire, c'est qu'il faut être capable d'obtenir cette identité-là. Puis cette identité-là doit être vraie pour tout phi fonction test. OK. Voici un théorème important, très utilisé en théorie des éléments finis. Puis, je veux juste faire, c'est un théorème assez subtil à comprendre. Donc, on prend un domaine fermé oméga, puis je suppose que le domaine oméga il est subdivisé en deux sous-domaines, oméga 1, oméga 2, les deux sont fermés. Puis je suppose que l'intersection de ces deux sous-domaines-là, c'est exactement un segment. Donc, qu'est-ce que je suis en train de supposer? Essentiellement, c'est que j'ai un gros domaine oméga qui est brisé en deux parties, puis l'intersection entre les deux sous-domaines, c'est une belle courbe. Ici, je dis une courbe, une droite lisse, mais ça pourrait être un plan lisse, ça pourrait être vraiment là, quelque chose, il faut juste que ce soit une intersection lisse. Alors, supposons que j'ai une fonction UK qui est définie sur le premier sous-domaine, puis j'ai une fonction U2 qui est définie sur le deuxième sous-domaine. Alors, je définis U comme étant U1 sur oméga 1, puis, bon, là j'ai fait une erreur, c'est U2 sur oméga 2. Bon, ben là, donc j'ai mon domaine, j'ai oméga 1, oméga 2, U1 sur oméga 1, U2 sur oméga 2. Ils sont dans HK, la fonction est dans HK dans l'oméga 1 et dans l'oméga 2. Est-ce que quand je mets ensemble ces deux fonctions-là comme U, est-ce que le résultat, c'est une fonction dans HK sur tout le domaine? Pas n'importe comment. C'est pas toujours vrai. Tu vas montrer que U est dans H1, H1 de oméga, de tout le domaine, si seulement si U est continu le long du bord. Donc, ton U1 et ton U2 doivent être le même le long de l'intersection. Si tu as ça, alors tu vas pouvoir montrer que tu obtiens une fonction dans H1. L'affaire qui est intéressante ici à penser, c'est que, pensez-y un peu, tu sais que ton U1 a une dérivée distributionnelle sur oméga 1. Tu sais que ton U2 a une dérivée distributionnelle sur le U2.
maintenant, tu essaies de vérifier s'il y a une dérivée distributionnelle sur tout le domaine. Qu'est-ce que tu as besoin? Est-ce que tu as besoin d'avoir une dérivée à l'interface? Non, non, non. Tu n'as pas besoin d'une dérivée. Tu as juste besoin de t'assurer que c'est continu. C'est un peu bizarre quand tu y penses. Tu assures la continuité, puis là, tout d'un coup, tu obtiens des dérivées distributionnelles définies partout sur le domaine. En fait, c'est exactement comme l'exemple que j'ai montré tout à l'heure. J'avais une fonction qui était lisse sur une partie, donc pour x moins que 0, qui était lisse pour x plus grand que 0, mais elle avait une discontinuité. Puis quand j'ai regardé la dérivée distributionnelle, qu'est-ce que j'ai obtenu? Bien, j'ai obtenu une situation un peu bizarre, parce que j'ai obtenu une situation où j'avais un intégral d'une fonction f qui était bien définie, qui était moins 1 plus 1, mais à cause de la discontinuité, j'obtenais un terme delta. Puis ce terme delta, cette fonction delta, à la discontinuité, malheureusement, elle n'est pas dans L2. Donc, c'est ça que dit ce théorème-là. C'est comme une généralisation de l'exemple que j'avais donné d'une distribution. Je vais donner juste deux, trois autres exemples qui sont vraiment intéressants en pratique. Par exemple, il y a un espace très important qu'on appelle HDiv. Donc, c'est l'espace des fonctions. Bien, HDiv, OK, bon, on est dans oméga, dans R3 ici, premièrement. Puis, qu'est-ce que je veux faire? C'est considérer des champs de vecteurs. Donc, U, c'est un champ de vecteurs dans le domaine oméga. Puis, quand je dis que U est dans L2 de 3, c'est que chaque composante du champ de vecteurs est dans L2. Je veux dire que U est dans HDiv si non seulement est-ce que chacune des composantes est dans L2, mais si tu calcules la divergence au sens faible, ça, c'est dans L2. La divergence au sens faible. Maintenant, attention, la divergence au sens faible, c'est qu'il faut que tu fasses la combinaison de del U1 del X1 plus del U2 del X2 del U3 del X3, où U1, U2, U3 sont les trois composantes du champ de vecteur U. Donc, tu dois prendre cette combinaison de dérivées distributionnelles, puis tu veux que ça soit représentable dans L2. L'affaire qui est comique ici, c'est que ça ne veut pas dire que toutes les dérivées distributionnelles existent. Cet espace-là n'est pas H1. H1, c'est que tu veux que U1 ait une dérivée distributionnelle dans L2. U2 a une dérivée distributionnelle dans L2. U3 a une dérivée distributionnelle dans L2. Ici, c'est pas ça que j'implique. Je veux que del U1 X1 plus del U2 X2 plus del U3 X3 est dans L2. En fait, cette quantité-là, c'est une contrainte scalaire, parce que quand tu prends la divergence, c'est une contrainte scalaire. Donc ça, c'est simplement imposer qu'il y a une certaine fonction scalaire dans le domaine qui est dans L2. Un autre espace très semblable, encore une question de champ de vecteurs. Je vais prendre un champ de vecteurs dans mon domaine borné dans R3. Je vais supposer que mon champ de vecteurs est tel que chacune des composantes du champ de vecteurs est dans L2. Je veux dire que ce champ de vecteurs-là est dans l'espace des rotationnels. Si le rotationnel de U, qui est aussi un champ de vecteurs, lui, est dans L2 de 3. Donc, tu veux que chaque composante soit dans L2, puis chaque composante est une combinaison de dérivées. Ça ne veut pas dire que cet espace-là, il n'est pas H1. Je ne suis pas en train de supposer que chacune des dérivées existe de manière indépendante. Donc, c'est-à-dire, je ne suis pas en train de supposer que U1, la première composante, a 3 dérivées, que la deuxième composante a 3 dérivées, puis la dernière composante a 3 dérivées. Non, non, non. Je dis qu'il existe 3 combinaisons particulières de ces dérivées qui existent au sens faible. Et ça introduit ces espaces-là. Puis en prenant la notion de dérivée distributionnelle, on peut introduire ça. Et comme j'ai expliqué là, brièvement au début, vous voyez maintenant que à cause de cette compréhension qu'on a de la richesse du dual vis-à-vis de la richesse de l'espace initial, que l'espace des distributions, c'est un espace très pauvre. Il y a vraiment des objets très laids là-dedans. Puis on a une topologie très faible pour mesurer la proximité. OK, donc c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Et merci beaucoup. Donc là, les 2 prochaines vidéos, je vais en faire un autre de plus sur sur l'espace d'Hilbert. Donc 1 heure sur les espaces d'Hilbert. Puis après ça, je vais finir avec un sujet qui ne sera pas à l'examen. Juste pour un peu illustrer là, les choses, je vais parler de l'opérateur de Laplace, de sa théorie, puis comment les choses sont construites. OK, merci beaucoup.